Monsieur Jadot, bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Éric Demey, je suis journaliste indépendant et je vous interroge aujourd'hui au nom de l'USEP-SV, c'est-à-dire l'Union syndicale des employeurs du secteur public du spectacle vivant. La première question qu'on avait envie de vous poser, c'était sur les 15-20 dernières années de politique culturelle. Quel est votre diagnostic sur ces 15-20 dernières années ? Alors on a la chance absolument incroyable dans notre pays d'avoir un patrimoine culturel, d'avoir des institutions, d'avoir un engagement amateur dans les arts, dans la culture, qui est immense. Et donc on a vu ces dernières années très largement une politique d'offre pour continuer à soutenir, mais au fond sans faire évoluer notre politique culturelle, et notamment à partir du ministère de la Culture. On a vu l'échec, selon moi, d'une nouvelle phase de décentralisation. On a vu, selon moi, un échec dans le soutien massif à la création culturelle et la capacité, encore une fois, à faire que les 15-16 millions de Français qui pratiquent la culture de manière amateur puissent trouver des lieux d'expression et de partage de leur création. Vous parlez d'une politique de l'offre. L'USEP-SV propose de renouer avec un service public de l'art et de la culture, de mener une politique culturelle de service public. Est-ce que c'est pour vous, avec cet esprit-là, qu'il faudrait renouer ? Oui, on a besoin de réinvestir le champ de la culture. D'abord, pour ce qui est selon moi la grande question politique. La culture, c'est la construction de l'imaginaire collectif, et qu'aujourd'hui l'imaginaire collectif dans notre pays, il est taraudé d'angoisse, de tension, et on a celles et ceux qui veulent semer la haine et qui au fond essayent d'imposer un imaginaire collectif qui est un imaginaire de fracture, qui est un imaginaire de haine, de rejet, de repli, et que nous devons retrouver à travers la politique culturelle l'idée d'un imaginaire d'ouverture sur la société, de création avec les autres et de partage avec les autres. Ce qui s'est passé au niveau du New Deal de Roosevelt, alors c'est une crise sociale majeure, crise économique majeure. On connaît les grands travaux qui vont remettre les Américains au travail. On connaît un peu moins, mais on l'entend, ce sont les parcs naturels. Et puis, c'est le Federal One Project, qui est un soutien massif à la création culturelle dans ce grand plan d'investissement et de reconstruction des États-Unis. Au fond, pour dire à quel point une politique culturelle construite, y compris comme un service public de la culture, peut être un élément d'amorçage très important des activités culturelles dans notre pays, en tenant toujours les deux bouts. On a un patrimoine extraordinaire. On a des institutions qui font la fierté de la France pour les Français et dans le monde entier. Et on a aujourd'hui l'exercice, la participation, la volonté d'exercer ce qu'on appelle les droits culturels. Et c'est pas l'un sans l'autre en fait. C'est l'un et l'autre, et c'est cette dynamique-là qui peut faire une grande politique de service public. Il y a dans votre programme une des mesures marquantes qu'on peut y lire, c'est l'augmentation du budget du ministère de la Culture de 1 milliard par an. Pour quelle priorité irait ce milliard supplémentaire ? Alors effectivement, je prévois 1 milliard supplémentaire pour la culture. Ça renvoie à ce que je disais au fond sur la nécessité absolue d'amorcer une nouvelle étape de création culturelle.
dans l'ensemble de notre pays. Et c'est d'augmenter finalement le budget du ministère de 25%, c'est pas rien. Et de sanctuariser dans le budget du ministère 25% pour la création. Mais attention, le budget du ministère de la Culture, c'est pas tous les financements publics de la culture. Vous savez combien les collectivités territoriales sont impliquées dans ces politiques culturelles. Donc il s'agit véritablement de coordonner de manière très efficace, y compris à travers la commande publique, que ce milliard, il ne se fasse pas, au fond, pour se substituer à un retrait des collectivités ou qu'il ne se fasse pas en pleine coopération, en pleine coordination avec les régions. Puisque vous parlez des collectivités territoriales, j'aurais voulu qu'on aille sur ce sujet. Vous parlez d'ouvrir une nouvelle étape de décentralisation. En quoi consisterait-elle ? Mais justement, aujourd'hui, on voit des dynamiques territoriales se développer incontestablement, y compris les régions, les municipalités se sont emparées de ce sujet de la culture. Moi, ce que j'aimerais, c'est que justement, dans les objectifs portés par le ministère de la Culture, il y ait cette volonté d'installer à l'échelle des territoires, y compris la création culturelle. Trop souvent, on a quand même eu des créations parisiennes qui circulaient dans le reste de la France et ça valait politique culturelle. Ça ne peut pas être ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les tourner, évidemment. Il faut que les spectacles soient représentés partout. Mais ça veut dire aussi ancrer des artistes, aussi sur les territoires, pour avoir des politiques de territoire, pour valoriser, y compris des cultures régionales, pour valoriser la diversité culturelle. Et puis quand on est dans un moment où, en Île-de-France, on est à 139 € par francilien de budget culturel annuel, 15 € dans les autres régions. Au fond, le patrimoine culturel en Île-de-France est tellement puissant qu'on peut comprendre qu'il y ait plus en Île-de-France. Mais on voit bien qu'il y a un déséquilibre qui n'est plus acceptable aujourd'hui. Dans cette question du rôle des territoires, des collectivités territoriales, l'USEP-SV propose de rendre obligatoire la compétence culturelle à tous les échelons des territoires. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? C'est une très bonne proposition, y compris si on veut renforcer l'amorçage par le ministère de la Culture. Il faut s'assurer que ça ne sera pas, encore une fois, au détriment de l'investissement dans les régions. Et que malheureusement, dans notre pays, la culture est trop souvent la variable d'ajustement budgétaire. On voit bien que les collectivités territoriales sont sous pression constante de l'État, qui réduit leurs ressources. Et à un moment donné, on finit toujours par serrer les boulons sur la culture. Et donc, il faut absolument qu'il y ait cette obligation à l'échelle des collectivités territoriales pour s'assurer que les budgets culture soient en expansion et non pas en réduction. Pour aborder un sujet qui est au cœur de votre candidature, c'est celui évidemment de la transition écologique. Quel rôle la culture peut-elle jouer dans cette transition écologique ? Comment peut-elle elle-même assurer cette transition écologique ? Je parlais tout à l'heure de l'imaginaire que porte la culture. En matière d'écologie, la vision de la culture, ça a été souvent la catastrophe en fait. L'imaginaire de l'écologie, c'est the day after. Évidemment, avec toute la liberté de création, je veux dire, moi ce que j'aimerais, c'est que la culture porte aujourd'hui, au fond, l'imaginaire positif de l'écologie. Au fond, c'est quoi une société qui s'empare de ce sujet-là et qui vit mieux ? Non seulement en évitant la catastrophe, mais au fond qui redéfinit ses façons de vivre, d'habiter la planète comme d'habiter ses territoires. Donc il y a toute cette partie-là. Et puis il y a la partie qui est quand même un angle mort de la politique culturelle, c'est sa responsabilité en tant que secteur économique puissant, quasiment 50 milliards. Et donc ce secteur-là a aussi une responsabilité en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'empreinte carbone. Et là, que ce soit dans les formations des personnes comme dans l'investissement au niveau des bâtiments, on est très très loin de ce qu'il faudrait. Et le fait que je crois qu'il y ait qu'un quart des bâtiments liés au secteur de la culture qui assument au fond, ne serait-ce que de calculer son empreinte carbone, ça ne va pas. Il y a en France un grand sujet dans le monde de la culture qui est celui de l'intermittence, surtout pour le spectacle vivant, évidemment. Quelle position avez-vous sur le régime de l'intermittence ?
Écoutez, je suis très inquiet par, y compris, la façon dont le président de la République a géré cette question pendant la crise. Non seulement, vous le savez, il a émis l'idée de mettre le ministère de la Culture avec le ministère de l'Enseignement supérieur, ce qui c'est quand même, je veux dire, une négation absolue de ce qu'est la culture dans notre pays. Mais comme vous le savez, le milliard d'interventions publiques pendant la pandémie pour assurer tous les régimes n'a pas été financé par le budget de l'État. Il a été financé par l'UNEDIC. Et donc c'est un point d'alerte énorme, parce que le risque, c'est évidemment que dans la renégociation, on fasse peser sur le régime des intermittents, au fond, le coût de la crise, et qu'on remette une nouvelle fois au devant de la scène, au fond, qu'il y aurait des privilégiés dans tous les systèmes. Moi, je veux que le régime de l'intermittence, évidemment, se maintienne, qu'il soit consolidé et qu'il repose toujours sur la solidarité entre les différents régimes, parce que ça nous paraît essentiel, et c'est une reconnaissance, évidemment, de la spécificité des métiers liés à la culture. Sur un sujet un peu différent, mais qui est central dans toutes les politiques culturelles, celui de l'éducation artistique et culturelle. C'est un sujet qui généralement fait plutôt consensus, mais qui peut prendre des formes diverses. Ça peut être le 100% EAC, ça peut être également le pass culture. Comment voyez-vous l'évolution de l'éducation artistique et culturelle dans les politiques culturelles ? Alors moi, j'ai jamais considéré que le pass culture était une politique d'éducation à la culture, très clairement. C'est une politique dont on voit que probablement sur certains achats, c'est bien pour les jeunes. C'est quand même une logique de consommation de culture qui se réduit sur le nombre, au fond, de produits ou de biens culturels. Et ça, c'est dommageable, et qui bouffe une bonne partie du budget et des personnels. Donc le cœur, déjà, ça doit être sur, effectivement, le 100% assez, pour que, effectivement, les jeunes, dans une construction d'émancipation, dans une construction de la capacité à créer et à participer, soient des acteurs culturels en acteurs, j'allais dire, ou en spectateurs, ce qui est, au fond, à un moment donné, les deux côtés de la même pièce. Mais attention, aller faire une sortie théâtre dans l'année, c'est pas le 100% EAC. Ça suffit pas. Il y a un problème de budget de l'éducation nationale de manière générale. Il y a un problème d'accompagnement, mais il y a aussi un problème de volonté politique. Moi, je me souviens que pendant la pandémie, au début, sur le confinement, j'avais dit, mais plutôt que de laisser les enfants à la maison, dans des conditions qui étaient parfois compliquées, faisons des tout petits groupes qui pouvaient avoir accès au musée, qui pouvaient avoir accès aux répétitions, qui pouvaient avoir accès à des troupes de théâtre, qui, bien pensés, validaient complètement les gestes barrières, mais permettaient un épanouissement, l'ouverture de l'éducation à d'autres choses que les savoirs classiques. Donc on est sur cette dimension-là, et dans la réforme que je veux faire de l'éducation nationale, de l'école, moi je souhaite que, au fond, on repense les temps, comme dans les pays nordiques notamment, parce que ça reste une référence sur l'évolution des temps à l'école, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'accès à la culture, qu'il y ait beaucoup plus d'accès au sport, à la nature d'ailleurs, et que, encore une fois, on soit en capacité, au-delà de l'EAC, mais on voit bien le lien qu'il peut y avoir. On doit avoir 16 millions de personnes qui, en tant qu'amateurs, font de la culture. Tout ça doit être mieux coordonné pour qu'il y ait plus d'expression. Concrètement, est-ce que ça veut dire rebasculer des budgets du pass culture vers... Ça peut être parfaitement de rebasculer des budgets du pass culture, mais y compris en termes de ressources humaines, hein, c'est beaucoup, hein, le pass culture. Hein. Donc il faut ramener les enfants, y compris vers des cultures vis-à-vis desquelles ils sont très proches, en termes de musique, en termes de choses comme ça. Il faut que cette culture populaire
soit valorisée, que la création soit valorisée pour qu'elle puisse se pérenniser. Vous parliez initialement des droits culturels. Qu'est-ce que vous mettez derrière cette notion de droit culturel? J'y mets les notions que porte la loi, qui était d'ailleurs une loi Blandin, sénatrice écolo, qui vise justement à faire que on reconnaisse en chacune et en chacun la capacité à faire vivre la culture et y participer pleinement à l'échelle de son lieu de vie. Et ça, je trouve ça très bien. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi, j'en fais pas, au fond, la contre-culture de la culture plus institutionnelle, plus patrimoniale. Les deux vivent très bien, peuvent très bien vivre ensemble. On voit d'ailleurs un certain nombre de tiers-lieux qui se développent aujourd'hui, qui font vivre ces droits culturels, qui font vivre cette culture populaire. C'est cette richesse-là qui doit être notre horizon. On aurait aimé vous poser une dernière question plus personnelle sur le dernier spectacle que vous avez vu ou le spectacle qui vous a le plus marqué dans votre vie. Écoutez, je vais vous dire, le dernier que j'ai vu, c'était il y a quelques semaines. C'était Les Gros patinent bien, au Théâtre du Rond-Point. C'est un spectacle tout en carton, assez écolo d'ailleurs dans sa construction. C'était vraiment un spectacle feel good, quoi. On sort de là, on rigole beaucoup, on sort de là. Et en campagne électorale, aller voir un spectacle où on rigole bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci beaucoup. Merci.